Alright. Épisode numéro 8 cette semaine. Hey, ça va déjà à 8e. Pour le podcast d'Amrex Collège. Ça va vraiment vite. Yes. Je pense que les gens trippent vraiment sur le podcast, sur le concept. On touche à tout. On touche à l'administration, à la gestion, la gestion financière, des partenariats, le mastermind, le mentorat. Vraiment une bel inventaire de sujets. Ça fait juste commencer parce qu'on est ensemble d'en faire une cinquantaine en fait. Donc, pour cette année. Pour cette année en plus. Une cinquantaine par année. Là. Donc, à chaque semaine, on veut être là pour aider les investisseurs immobiliers de manière gratuite à s'améliorer puis à profiter en fait des connaissances du cerveau collectif qui va être ici sur le podcast, autant que ce soit moi et toi, Kevin, que nos professeurs qui sont invités ici, que nos anciens étudiants, des gens du domaine. Donc, puis là-dedans, on a oublié de se présenter parce qu'après 8, on est rendu seulement habitué. Donc, moi, c'est Nicolas Herré, je suis le PDG de l'Amrex, fondateur de tout ça. Toi? Kevin Pepin, exact, conseiller pédagogique à l'Amrex et investisseur immobilier. Et on a vraiment un invité de qualité, d'expérience aujourd'hui. On a le spécialiste Le du spécialiste, bail. yes. Le top du top, Mathieu Blanchette. Mettez-en pas trop. Qui est professeur en administration et management au cours AM 1001 au Collège Amrex. Donc, tu as été plusieurs années à la Corpic. Maintenant, tu fais de la gestion d'immeubles, gestion de syndicats de copropriété. Gestion de copropriété. Exactement. Ouais. Donc, merci d'être là aujourd'hui, de nous aider. Ça fait plaisir. Merci de l'invitation. C'est fort apprécié. Je vais essayer de ne pas te faire honte. On a besoin d'aide ce printemps avec les renouvellements de bail et surtout les signatures de bail. Oui, on est en plein dedans. Là. On est en plein dedans. Fait qu'on s'est dit, on est en plein dedans pour ceux qui sont plus en retard comme Kevin. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui... Oui. C'est vrai. Il y a du monde qui a écouté l'épisode numéro 5. Je suis full. Les gens qui ont écouté l'épisode numéro 5 avec Nicolas Baudouin, eux autres sont à l'avance. Les autres, ils renouvellent et ils signent le 1er janvier. Toi, Kevin, t'as procrastiné un peu. Là. On a laissé ça aller un peu. Là. Fait qu'une chance que Matt est là pour nous ouais, c'est sûr. On va essayer les beaux après. J'en doute pas. Fait que là, aujourd'hui, Matt, tu nous as amené, en fait, 2 sujets. En fait, les 5 erreurs à éviter lors du renouvellement de bail. Et également dans la reconduction de bail, qu'est-ce qu'on devrait faire ou ne pas faire. Exactement. Et ensuite, le top 10 des choses à faire lors de la signature d'un nouveau bail. Oui, exactement. On pourrait en dire top 1000 au Ouais. moins des erreurs ou des choses à ne pas faire ou à faire quand on signe un bail, mais non, il y a des choses plus importantes que d'autres, puis on va passer un petit peu à travers là-dessus. Ouais. Cool. Bon, on commence avec les 5 erreurs à éviter? Quand tu veux, il n'y a pas de au problème. niveau du renouvellement. Ben oui. En fait, l'erreur numéro 1 que je pense, c'est ne pas envoyer de reconduction de bail du tout. Puis donc, souvent, il y en a qui disent peut-être mes logements sont au niveau des prix des loyers, peut-être je suis compétitif. À toutes les fois que je dis qu'on n'augmente pas de 2 $, 5 $, 15 $ un loyer, c'est de l'argent qu'on perd. On donne de l'argent, puis la valeur de notre immeuble est affectée de façon exponentielle. Là. Vous êtes encore mieux placé que moi pour on le perd doublement. Là. On le perd en cash, puis on perd en valeur. Oui, exactement. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment la pire erreur, je pense, ne pas faire, parce qu'on n'est pas obligé d'envoyer une augmentation de loyer. On peut envoyer aussi des changements de conditions de bail, il y a des changements de règlement, surtout cette année, c'est doublement important quand on parle de légalisation du cannabis. Là, donc, le Trudeau Act. Oui, exactement. Notre premier ministre qui nous amène des belles choses. Donc, on doit les gérer. Puis, c'est cette année que ça se passe, ça. Donc, on n'a pas... les locataires, ils n'ont pas de raison pour ne pas faire un envoi d'avis de reconduction de bail cette année, là, vraiment. Là. Fait que, c'est vraiment ce point-là, c'est ça. Ça serait mon top 1 au niveau des erreurs à faire. Faites vos avis de reconduction de bail. Je pourrais renchérir là-dessus. Dans le fond, c'est de l'envoyer le plus tôt possible. Normalement, si on prend un exemple assez facile dans un bail de 12 mois qui finit au 30 juin, normalement, les propriétaires d'immeubles à revenus vont attendre de recevoir le dernier compte, qui est souvent le compte de taxe municipale. Cette année, si on parle de Montréal avec la mairesse, ça a peut-être été retardé un petit peu, mais normalement, la dernière semaine de janvier, on reçoit ça soit qu'on va sur Internet ou qu'on le reçoit par la poste, le compte de taxe municipale. Donc, avec ça, normalement, on s'est préparé à l'avance, on a rédigé nos lettres d'augmentation à l'avance, puis il nous reste juste à cibler c'est quoi notre augmentation, ça va-tu faire mal, ça fera-tu pas mal cette année, puis on ajuste nos prix d'augmentation de loyer en conséquence de ça. Puis, le lendemain matin, idéalement,
il faut se présenter chez les locataires ou les envoyer de la façon que vous procédez. Là, exactement, c'est ça. Toi, Mathieu, est-ce que tu te bases vraiment sur ce que la Régie du logement recommande? Parce qu'on sait que la Régie du logement, en fait, elle n'impose pas, elle n'oblige pas les propriétaires au niveau de leur augmentation. Sur quoi tu te bases exactement pour vraiment déterminer ton augmentation? Oui, ben, on va l'imposer si notre dossier se rend à la Régie du logement. Donc, évidemment, si on n'a pas réussi à s'entendre avec le locataire, évidemment, ben, c'est le calcul de la Régie qui va s'appliquer. Ça, malheureusement, on n'y échappe pas. Mais je vais tout le temps y aller entre... Puis ça dépend du locataire aussi. Là, je parle de mes logements, souvent sont au prix du loyer actuellement. Ils sont au prix du marché actuellement, mais si un loyer qui est bas, ben, je vais essayer de forcer un petit peu plus la note. Donc, oui, je vais toujours calculer. Si je connais un peu l'historique de mon locataire, en plus, si je sais que lui il est vraiment axé là-dessus, ben je vais essayer de le travailler positivement, savoir comment je peux faire un pas de plus pour me rendre au gros bon sens que j'appelle pour avoir l'augmentation de loyer. C'est de la psychologie 101, là. Oh, exactement, c'est ça. Fait que, c'est pas du jour au lendemain que tu arrives avec des fleurs chez ton locataire là, pour avoir ton augmentation de loyer. Il faut que ça se prépare bien d'avance que la vie. Donc, idéalement, moi, j'aime ça le faire en main propre. D'ailleurs, je pense que c'est un de mes points, un de mes prochains points. C'est de le faire en main propre. Évidemment, c'est sûr, si on a 300, 400, 500 logements, à un moment donné, c'est un petit peu difficile. Mais si on est un petit propriétaire d'immeuble, un petit bassin, un petit parc, ben c'est assez facile de le faire en main propre. Puis j'aime ça le faire en main propre, justement, parce qu'on est capable de saisir ce qui va pas dans le logement. On est capable, justement, d'aller voir notre locataire. On en profite pour peut-être rentrer dans notre logement, voir son état. Donc, il y a vraiment plein de points positifs de le faire tout de suite, de l'envoyer, dans le fond, directement chez la personne, là, au niveau de la reconduction de bail. Là. Super. Ouais. Cool. Là, on a 2 points. Okay. Oui, oui, effectivement. Ben, le plus tôt, on le mieux c'est. Ça. Puis c'est ça. Ben, dans le fond, le plus tôt, parce que justement, on va connaître la charge de travail. Parce que si on sait que cette année, ben, on n'a pas de renouvellement de bail, on n'a pas de locataire qui quitte, bien tant mieux. Ça veut dire qu'on a fait une belle job. Mais si on a un gros lot de locataires qui quittent, ben là, on est mieux de se préparer à l'avance. Ouais. Parce que si on est dernière minute, puis on arrive, mettons, on a signifié nos locataires à la fin mars, par exemple. Bien, on arrive au début avril pour essayer de trouver des locataires. Il commence à être un peu tard dans la saison pour trouver des bons locataires. C'est pas toujours les bons locataires. Non, exactement. Pas toujours les meilleurs, pas nécessairement, mais c'est pas toujours, de manière générale, les meilleurs qui cherchent des logements rendus au mois d'avril, parce que, également, les meilleurs locataires vont être des gens également proactifs et organisés. Donc, ça va être eux qui vont chercher des logements tout de suite au mois de janvier parce que se sont pris d'avance, c'était organisé. Oui, exactement. Puis ces personnes-là, ils n'attendent pas de recevoir l'avis d'augmentation de loyer de leur propriétaire. Là. Ils vont magasiner tout de suite. Puis quand ils vont recevoir ça, ils vont voir l'augmentation de loyer ou autre parce qu'il y en a qui sont déjà décidés qu'elle allait quitter. D'autres, ils attendent de voir la lettre, la teneur de la lettre qu'ils vont recevoir. Donc, c'est ça. Mais de toute façon, c'est pas... je vais tout le temps dire aussi, si je change un peu de sujet, je vais tout le temps dire augmenter au moins de 5$, c'est un minimum, au moins juste pour envoyer une lettre de reconduction de bail. 5$, ça ne fera pas déménager un locataire. Là, non, c'est clair. Et on espère en fait que vous avez fait un cours d'ingénierie financière pour déterminer mathématiquement de combien il faut augmenter en connaissant un peu les règles du jeu par rapport à la Régie du logement, puis à ce que la Corpex suggère, tout ça, bien sûr. Là. J'aimerais acheter quelque chose au niveau des avis de renouvellement. Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est Google Trend. Sur Google Trend ou Google? Google Trend. En fait, sur Google Trend, quand vous allez marquer, vous faites une recherche, en fait, des mots qui sont... les mots-clés qui sont les plus demandés. Et quand tu fais logement à louer, tu vois la trend, en fait, de janvier. Tu vois que ça redescend en février, ça augmente en mars. Tu vois vraiment qu'il y a des pics. Et moi, ce que j'ai remarqué d'expérience, parce que ça fait plus de 3 ans que je fais de la gestion immobilière, et j'ai remarqué justement, c'est comme tout un genre de bassin d'étudiants. Ou pas un bassin d'étudiants, excusez-moi, mais un bassin de locataires qui est différent. Un clientèle type, une clientèle type qui varie. Alors, comme que Mathieu l'a mentionné, plus que tu avances dans le temps, plus qu'il y a un type de bassin là, qui... C'est plus du monde dernière minute, c'est plus du monde qui sont moins organisés. Exactement. Puis c'est ça amène un autre type de locataire. Oui, effectivement. Plus que tu te prends tôt, plus que tu es à mesure d'essayer de garder la même homogénéité de tes locataires dans ton immeuble. Donc ça, c'est intéressant pour toi. C'est intéressant aussi pour les locataires qui vivent dans l'immeuble. Donc si tu es capable d'apporter du monde dans l'immeuble qui sont
similaire aux autres locataires, ça va être bénéfique pour tout le monde. Le monde va se sentir plus à l'aise dans l'immeuble, vont côtoyer du monde qui leur ressemble. Donc, ça, c'est vraiment positif là-dessus. Là. On continue à défricher les 5 erreurs? Ben oui. Une autre chose, c'est ne pas obtenir des accusés-réception. Quand on envoie les avis de reconduction de bail, c'est important aussi, surtout quand on parle que s'il y a 2, 3, comme un de mes logements sont 3 étudiantes, par exemple, ensemble. C'est 3 filles qui louent le logement, un grand 5,5. Quand on va porter ça, s'il y en a juste une qui est présente, puis on obtient sa signature, mais il faut demander les disponibilités des autres pour obtenir l'accusé de réception de tout le monde, parce que ça ne veut pas dire que si elle renouvelle son bail, ça ne veut pas dire que les 2 autres vont renouveler. Donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'a parlé aux 2 autres non plus. Exactement, c'est ça. Ils sont peut-être en chicane, on ne sait pas, peu importe la raison, mais je veux dire, au 1er juillet prochain, on veut savoir si on se retrouve toujours avec 3 personnes, ou on se retrouve avec 2 personnes, ou avec 1 personne. Donc, la capacité à payer n'est plus la même. Là. Donc, le risque n'est plus pareil. Donc, ça, c'est important de se prévoir ça d'avance. Donc, s'il y a des gros changements au niveau des 3 locataires, si on garde le même exemple, bien, c'est intéressant de savoir comment on va gérer cette situation-là rendue au 1er juillet. Là. Absolument. Ouais. L'accusé de réception toujours en personne. À ça, on peut le faire électroniquement. Bon, plein de façons de faire, en autant que ça soit qu'il y a une signature à quelque part, donc Poste Canada, courrier recommandé. Si on est à l'extérieur, on a la Corpic a développé Pronotif, c'est des courriers. Je pense avec l'EXOP, justement. Oui, exactement. Donc, il y a des courriels électroniques avec des significations. On sont en mesure de savoir si on ouvert la pièce jointe, si on ouvert le courriel, à quelle heure et tout ça. Fait que ça coûte quelques sous. Ça coûte encore moins cher qu'un courrier recommandé. On n'est pas obligé de se déplacer au bureau de poste. Fait que ça, c'est génial. Donc, puis après ça, bien évidemment, signature en personne aussi. Donc, pour ma part, j'imprime toujours 2 copies. Une copie, l'original que je garde pour moi, que je vais réussir à faire signer les 3 locataires le plus rapidement possible, parce qu'on a quand même le 30 jours qui s'applique pour chacun des 3, tout dépendant de la date. Puis voilà, c'est ça. C'est important. C'est vraiment important au niveau des signatures. Donc là, il nous reste, je pense, une erreur à éviter au niveau du renouvellement. Oui. En fait, oui. Je vais juste me prendre une petite gorgée d'eau. C'est de l'eau ou c'est de la vodka, ça? C'est encore un peu tôt. C'est lifestyle Rex. En fait, c'est plus de faire attention au niveau de la longueur du terme. Donc, si on termine un terme de 12 mois, normalement, il est renouvelé pour un autre 12 mois. Ouais. Mais si on a signé un bail, par exemple, l'année passée, on a eu, je sais pas moi, on a eu une session de résiliation de bail. On a signé un bail en cours d'année qui n'est pas en lien avec au Québec du 1er juillet au 30 juin de l'année prochaine. Faire attention au terme. Donc, si on a signé un bail de 6 mois, par exemple, du 1er janvier au 30 juin, bien évidemment, l'avis de reconduction de bail, il ne sera pas envoyé 3 à 6 mois, mais il va être envoyé 1 à 2 mois avant la fin du terme. Ouais. Donc, on n'augmente pas juste le loyer si on veut l'augmenter, mais on change aussi le terme. Donc, c'est important de le préciser dans l'avis de reconduction de bail que le bail de 6 mois, que le terme de 6 mois qu'on vient de déterminer, bien, le prochain terme, il va être de 12 mois ou un terme qu'on essaie de s'ajuster pour terminer au 30 juin de l'année suivante. Pour ne pas se faire jouer un tour puis finalement se rendre compte qu'on l'a renouvelé pour 6 mois encore. Bien, exactement. Puis des fois, le monde, ils prennent ça pour acquis. Ben non, moi, c'est 12 mois que j'ai dans ma tête, mais non, faites attention. Fait que c'est pour un bail de plus de 12 mois. Normalement, le terme, le prochain terme, c'est 1 an, mais si c'est un bail de moins de 12 mois, le terme va être selon ce qu'on a signé au départ. Donc, voilà. Fait que ou c'est un bail indéterminé, ça va être différent aussi. Donc, il faut faire attention là-dessus. Fait que là, si vous n'avez pas renouvelé vos bails, go, là. Vous venez d'avoir 5 trucs, il ne reste pas beaucoup de temps. Le printemps avance, c'est le temps d'aller le faire. Là. Oui, exactement. C'est en plein ça. Fait que là, on a tout renouvelé nos locataires, tout est réglé. Là, c'est l'heure de faire signer des baux à des nouveaux locataires. Oui, effectivement. Donc, là, il y a du stock, là. Oui. Beaucoup de stock, beaucoup trop pour aujourd'hui. Ça, c'est sûr. On en parle beaucoup plus dans le cours de gestion immobilière à la MREX. Ça, on passe vraiment à travers de tout ça. Ouais. On va essayer de flyer à travers les 10 au moins pour donner une idée aux gens. Non, exactement. J'ai essayé de sortir un petit peu un top 10 des choses vraiment, peut-être sont toutes importantes les choses, mais j'ai essayé de faire ressortir des éléments un peu plus importants. Puis j'ai tenté de les mettre en ordre chronologique d'événements aussi, là, donc du
du début pour quand on recherche un locataire jusqu'à la signature finale qu'on met sur le bail. Donc, évidemment, l'erreur numéro 1 qui est, je pense, de loin la plus importante parce que ça ne corrigera pas le reste, c'est de ne pas faire d'enquête de prélocation. Ça, c'est vraiment la pire erreur. Aujourd'hui, un propriétaire d'immeuble à revenu qui veut être solide, qui ne fait pas d'enquête de prélocation, il se tire une balle dans le pied là, en partant. C'est vraiment, vraiment important là-dessus. Donc, juste pour nommer une chose, si on n'a pas fait d'enquête, puis à un moment donné, c'est arrivé à un moment donné, il y a un assureur qui n'a pas voulu payer la réclamation suite à un sinistre parce que l'assureur il a su que dans le logement, la personne avait un dossier criminel, peu importe quoi, là, on n'embarquera pas dans les détails aujourd'hui, mais a refusé C'est assez incroyable. Donc, ça peut aller assez loin. Donc, si on ne fait pas une vérification diligente en partant des personnes qui sont résidentes chez nous, ça peut aller mal, puis ça peut aller mal vite. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis aujourd'hui, ça coûte quelques dizaines de dollars à peine quand on est membre d'une association, par exemple. On est capable de tout sortir. Le dossier de crédit, le dossier criminel, il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Exactement. C'est de la lâcheté pure, là, si on fait pas ça. Exactement. C'est une économie de bout de chandelle qu'on devrait pas faire. Ça ne veut pas dire que, même si ça sort, mettons, moins reluisant que ce qu'on espérait, ça se peut que tu décides quand même de prendre le locataire. Mais au moins, tu vas le prendre en sachant c'est quoi en sachant un peu tes risques. C'est ça. Tu connais mieux tes risques. C'est ça. Non, en cherchant une caution, moi, je suis dans certains immeubles dans un secteur étudiant. Puis justement, j'ai parfois des étudiants avec des historiques de crédit très, très faibles. Mais c'est là que souvent tu vas aller chercher les parents derrière, puis ça vient moins sécuriser ton revenu. Oui, puis souvent dans le dossier de crédit, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais parce qu'il n'a pas payé à un moment donné son bill de téléphone, par exemple. Souvent on voit ça, le monde s'y chicane avec Bell Canada, par exemple, pour ne pas les nommer. Puis ça l'entache leur dossier de crédit parce qu'ils n'ont jamais voulu payer la facture. Puis ils l'ont pas su que c'est parti en recouvrement dans leur dossier de crédit. Donc ça fait mal. Mais à un moment donné, il faut faire preuve de jugement en tant que propriétaire d'immeuble. Puis effectivement, tu l'as bien dit, là, un endosseur, ça va être parfait pour le bail là, de quelqu'un qui n'a pas un historique très long au niveau du crédit. Donc, c'est vrai. Numéro 2, parce que le temps file, ne pas vérifier, c'est un petit point très rapide, mais pas vérifier la pièce d'identité de la personne. Fait que ça, je trouve ça super important parce que, usurpation d'identité ou quoi de même, la personne veut louer à son frère ou à quelqu'un qui est à sa blonde qui provient d'un autre pays ou autre, juste pour, je sais pas, pour eux autres, c'est leur façon de faire, mais assurez-vous que la personne avec qui vous faites l'enquête de prélocation, assurez une pièce d'identité, permis de conduire ou autre, donc juste assurer ça. Ça prend quelques secondes, puis la personne n'a pas de raison de ne pas vouloir faire ça. C'est un excellent point. Voilà. Numéro 3, ne pas demander le paiement du premier mois de loyer à la signature du bail. Donc, c'est à peu près les seuls avantages qu'un locataire a. Parce qu'on n'a pas de dépôt de garantie, malheureusement, au Québec. Exactement. Fait que ça, c'est pas légal de faire ça. Donc, ça, il y en a des histoires plates de gens qui font signer un bail à la personne, ne ramassent pas le paiement, puis là, finalement, 3-4 jours plus tard, pas de nouvelles. Moi, je décide que je rentre pas, puis là, c'est un peu le bordel parce que... surtout si on est dernière minute. Puis, donc, c'est ça. Puis, c'est ça. Ça nous sécurise. Si on a un no-show au 1er juillet, au moins notre mois de juillet, il est payé. Fait qu'on on a un petit peu de temps pour se trouver quelqu'un au 1er août, par exemple. Donc, ça nous sécurise. Donc, puis, c'est ça. Puis, si la personne n'est pas capable de fronter un mois de loyer, pose-toi des questions par rapport à sa capacité future de payer aussi. Voilà. Fait que c'est sûr, on est dans un temps, là, après le temps des fêtes, carte de crédit à payer. Des fois, c'est pas toujours évident pour le monde. Ça, on comprend ça. On est tous là-dedans. Mais à un moment donné, ça fait partie de la game. Puis c'est un des seuls avantages. Il faut vraiment bénéficier. Si on est lundi et la personne te dit « je vais pouvoir te le donner le jeudi », tu ferais-tu signer le bail le lundi, tu vas chercher le paiement le jeudi, ou toi, comme propriétaire, tu te dirais, comme gestionnaire, d'abord, on signera le bail jeudi. Moi, la façon que je procède quand je signe un bail, c'est j'avise le monde, on prend rendez-vous. Aussitôt que le candidat est choisi, évidemment, je l'appelle le plus tôt possible pour, justement, c'est pas qu'il change d'idée, pour pas qu'il aille visiter d'autres immeubles ou autre. Donc, je sécurise mon futur client le plus vite possible. Donc, et je l'avertis, quand on va arriver, on se rencontre à un café, au logement, chez nous, peu importe. Je vais dire, au début de la conversation, quand je vais arriver avec les papiers, tu vas me faire un virement Interac.
OK. Donc, on sait que ça peut prendre jusqu'à 20-25 minutes, peut-être des fois un virement Interac, donc ça nous laisse amplement de temps de remplir les papiers. Fait qu'il ne peut pas dire j'ai oublié mon chéquier. Là. Non, c'est ça. Fait que, puis à ce temps, les virements Interac, tout le monde est en mesure de faire ça, donc, ou presque. Là, donc, il n'y a pas d'excuse pour ça, parce qu'un chèque, oui, c'est intéressant, un chèque encaissable à la date d'aujourd'hui, mais un chèque, ça ne veut pas dire que les fonds sont là. Un virement Interac, on a les fonds immédiatement. Fait que ça, c'est un peu plus intéressant. Puis, ça coûte pratiquement plus rien faire ça. Donc, c'est clair. c'est ça. On est rendu au 4e, je pense? Oui, 4e. Donc, ne pas remettre les règlements d'immeuble. Ou donc, il y a du monde, ils vont juste faire signer un bail. Puis ils pensent que, moi, j'ai signé un bail, puis je suis protégé. Non, on ne parle pas de cette interdiction de fumer. Le cannabis, on n'en parle pas. Il y a un paquet de choses qu'on ne parle pas. Puis chaque immeuble devrait avoir ses propres règlements. Il n'y a pas un immeuble de pareil au Québec, ou presque. Donc, c'est intéressant d'avoir des règlements et des annexes au bail aussi en lien avec notre logement. Puis on les fait signer avant de procéder au bail. Donc, c'est toujours un rappel. Si on a fait nos publicités pas d'animaux, dans nos règlements, c'est pas d'animaux. Puis là, on voit que ça la chope, le bail n'est pas signé encore. Donc, on a un moyen de s'en sortir à un moment donné si on voit que ça ne marche plus là, à l'entente. Question de ne pas arriver à un moment donné dans ton immeuble et te rendre compte que tu as loué ça à un proxénète qui fume du weed, de la cigarette, de la pipe, puis qu'il y a 8 chiens. Exactement. Mais ton bail est signé. Hein? Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. Fait que vraiment faire attention. Puis on a aussi une feuille que la Corpic peut nous remettre aussi, qui est intéressant, que je fais signer. C'est la feuille, la responsabilité au niveau du compte d'Hydro-Québec. Donc, si la charge d'Hydro-Québec est au locataire, puis il finit jamais par s'abonner, bien, en ayant rempli ça à l'avance, cette feuille-là, que j'ai jamais eu besoin d'utiliser, mais que si à un moment donné, je vois que la personne oublie ou elle devient de mauvaise foi pour X raison, bien, au moins, je suis en mesure de faxer ça chez Hydro-Québec pour justement ne pas que la responsabilité soit pas à moi, mais bien au locataire souvent. Ça, c'est un super de bon truc que très peu de gens l'appliquent. Oui, tout à fait. Parce que ça fait beaucoup de feuilles à un moment donné, mais si toutes nos feuilles, on les prépare d'avance avec notre futur locataire, ça se remplit facilement. C'est juste des explications puis des signatures, puis on passe les documents assez rapidement. Absolument. Voilà. Excellent. Numéro 5. On le voit quand même fréquemment, c'est ne pas cocher que le logement est loué à des fins de résidentielles seulement. OK. Donc, souvent, le monde, il pense que ça va de soi. Est-ce que c'est résidentiel? Mais on a de plus en plus de cas là-dessus que je suis mis au courant. Donc, c'est par exemple les garderies en milieu familial. On l'entend souvent, ça. Un grand rez-de-chaussée. Si on n'a pas coché résidentiel seulement, à un moment donné, ça peut être tordu un petit peu au niveau de la relation avec le locataire-là, que lui, il veut vraiment avoir sa garderie en milieu familial. Il y a aussi, avec un de mes proches, j'ai traité un dossier. Un de ses locataires, il fait du mining de Bitcoin dans son logement. Fait que je sais pas, il doit avoir un 4,5 puis il y a une pièce qui est remplie de trucs informatiques. Des serveurs et des ordi qui mangent de l'énergie. Exactement. Donc, dégagent la chaleur. Il y a de l'usure prématurée au niveau du système électrique. Danger Évidemment, le le chauffage à être climatisé dans le tapis, tout dépendant de la saison qu'on est. Le feu, le service d'incendie. Donc, si à un moment donné, il y a un sinistre, puis notre compagnie d'assurance, l'expert en cas de sinistre de la compagnie d'assurance arrive. Il ne vous assurera pas. Là. Il y a un commerce dans une pièce. Puis en plus, normalement, vous devriez le savoir. Là, on fait des inspections. C'est un commerce un peu occulte, un peu en ce moment, le mining. Là, c'est aussi occulte que faire pousser les plantes du cannabis, mais quand même. Fait que c'est à vérifier. On peut avoir des mauvaises surprises. Fait que c'est pour ça les locataires qui ne visitent pas au minimum une fois par année leur logement, ils se ramassent des fois des situations qui est trop tard à gérer. Le sinistre est arrivé ou autre. Donc, essayez de prévenir ce genre de choses-là. Absolument. Donc, à des fins de résidentielles seulement, on n'oublie pas de cocher cette petite boîte-là. Point 6, oublier d'inscrire qui est responsable de quoi dans le bail. Donc, quand on parle au niveau, si on fournit des électroménagers, il faut savoir c'est qui en a la responsabilité du bon entretien. Donc, ça va aussi quand on parle de chauffage, c'est qui a la charge de chauffage, d'électricité, taxe d'eau s'il y en a, ensuite le déneigement aussi. Si on n'est pas propriétaire occupant, puis on habite loin de notre immeuble,
mettre le déglaçage, le déneigement des marches et tout ça, on met ça à charge du locataire. Là. Donc, puis ça nous protège aussi s'il arrive un accident aussi un peu avec notre compagnie d'assurance. Donc, sinon, ça fait une patate chaude. Là, le jour qu'il y a un problème, là, tout le monde se lance la balle. Puis c'est comme. Ben oui. Je pensais que c'était toi, je pensais que c'était moi. C'est ça. Fait que vous êtes obligé à un moment donné peut-être d'engager un déneigeur qui va venir à gros prix pelleter vos marches à chaque tempête de neige, surtout cette année, ça peut. On y a goûté. Ça peut coûter cher. On y a goûté pas pire. Ça, c'est clair. On va acheter des blocs au Mexique. Oui, ça serait le fun. On est rendu septième, oui, c'est ça. Oubliez d'inscrire la valeur des services qu'on offre depuis l'événement des nouveaux baux. Donc, on a le paiement du loyer, mais on a aussi une ligne pour les services. Donc, quand on parle d'espace de stationnement, si, par exemple, on a un cabanon ou... il y a plein de choses, Internet, par exemple. Il y a plein de choses qui pourraient rentrer dans cette case-là, mais c'est intéressant au moins de quantifier la valeur de ces services-là, parce qu'à un moment donné, du jour au lendemain, le locataire qui ne veut plus le stationnement, que vous décidez de détruire le cabanon pour vous faire un stationnement, etc. Donc, pour pas dire que le locataire, ben moi, le cabanon, tu vas me réduire de 200 $, le loyer par mois. Puis, ben non, on s'est entendu dans le bail que c'était 35 $ par mois la location du cabanon, par exemple. Donc, c'est pour pas éviter qu'à un moment donné, ça s'envoie à gauche puis à droite, puis qu'on finisse à la régie du logement pour à peu près inutilement. Donc, marquer la valeur, tu sais, tout ce qui est à l'extérieur un peu du logement ou des services particuliers, essayer de les quantifier, ça va être beaucoup plus facile. Absolument. Ouais, voilà. 8, 9, 10, rapidement. 8, oui, 8. Si vous êtes entendu de faire des travaux, essayez de vous garder un buffer assez élevé. Donc, si c'était avant la date d'occupation, avant le 1er juillet ou pendant tel mois, essayez de vous garder une marge de manœuvre. On ne sait jamais, vous pouvez vous blesser si vous vouliez faire les travaux, les petits travaux légers vous autres même. On connaît très bien ça. Oui. Qui est passé par là, je pense. Ou votre entrepreneur préféré, tout d'un coup, il est plus disponible. Donc, il est plus préféré. Oui, il est plus préféré. Ça peut arriver. Il décide de se pousser parce qu'il y a un autre job. Oui, un autre job plus payant. Plus payant. C'est jamais arrivé à personne, ça. Non, essayez de garder un buffer raisonnable pour ça. Là. Oubliez de remplir la clause E au bail. Si votre immeuble est récent ou a changé d'affectation à l'intérieur du 5 ans, remplissez la clause E. Ça va être super important, ça, à ce niveau-là. Parce qu'au niveau de la hausse de loyer, vous allez avoir une bien meilleure latitude au lieu de passer par les calculs de la régie, si jamais il y a une mésentente au niveau de l'augmentation de loyer. Oui, c'est vrai. Ça. Numéro 10, c'est oublier de mettre les locataires solidairement responsables. Donc, avec les nouveaux bails, c'est assez facile. Maintenant, ils l'ont inclus dans le nouveau bail, qui est très bien. Donc, on coche comme quoi ils sont solidairement responsables, les 2, les 3, les 4 locataires. Et aussi, au niveau de la caution, de l'endosseur, c'est super important de mettre un annexe ou une lettre d'endossement de bail et que l'endosseur se porte solidairement responsable du présent terme, mais aussi des renouvellements. C'est super intéressant. C'est clair, parce que sinon, l'autre personne peut s'en sortir assez facilement là, si on n'a pas cette clause-là. Exactement. Puis si on n'a pas précisé que la caution est responsable des renouvellements aussi, normalement, après le premier terme, elle est libérée. Donc, c'est important de la garder le plus longtemps possible, cette personne-là. Ouais. Puis, si je peux me permettre un petit mot de la fin, dans le fond, ça serait utiliser le gros bon sens. C'est tantôt, quand on a parlé des dépôts, si vous voulez pas perdre la face devant vos locataires, parce qu'il y en a un que vous avez un peu tiré à la sauce, tu sais, les trucs du beau-frère, que pour lui, ça marche tout le temps, là, mais dans la réalité, ça marche pas vraiment. Le fameux beau-frère. C'est ça. Fait que, tu sais, tous ces petits trucs-là qui sont en dehors des lois de la régie du logement et tout ça, tu sais, oui, je sais, à un moment donné, c'est lourd, toutes les connaître et tout ça. On a entendu des bonnes choses ailleurs. Ah oui, ben moi, j'ai pris un dépôt pour telle chose, j'ai fait ça et tout ça, ça a bien marché. Mais à un moment donné, ça se peut que ça ne marche plus, parce que quand une des deux parties ne voudra plus que ça marche, ça finit cette journée-là, cette entente-là. Donc, ça va être débouté rapidement à la régie du logement. Donc, vous ne vouliez même pas vous rendre là. Donc, voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Un podcast super technique aujourd'hui. Yes. On est allé quand même dans le détail. Là, au niveau, c'est ça ma force. C'est ça que j'aime. Là. C'est ça le bail. Fait que, on vous souhaite des bons renouvellements, des bonnes signatures de nouveaux bails en ce fin de l'hiver, début de printemps. Puis, merci beaucoup encore. Pour les écouteurs du podcast, on se revoit la semaine prochaine. On va être rendu à l'épisode 9. Bonne semaine tout le monde. Bonne semaine. Salut.